Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre quelques secondes encore que tout le monde puisse rentrer sur la plateforme de ce premier webinaire concernant les PNDS. Là. Je suis Frédéric Sacher, je suis cardiologue rythmologue, responsable du centre de référence du CHU de Bordeaux. Et donc, j'ai la chance d'animer ce premier webinaire consacré donc au PNDS, aux protocoles nationaux donc de diagnostic et de soins sur les maladies rythmiques et héréditaires réalisés par la filière cardiogène. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Isabelle Dangeois et Philippe Chevalier qui vont nous parler de TV catécholinergique. Donc, c'est Philippe Chevalier qui va ouvrir le bal de ces webinaires en nous parlant de la définition, de l'épidémiologie et des mécanismes de TV catécholinergique et Isabelle Dangeois de Bichat, donc, qui nous parlera du diagnostic et du traitement avec leur longue expérience justement des patients avec TV catécholinergique. Euh, ce webinaire va être enregistré, donc si vous souhaitez le revoir, s'il y a des points que vous voulez revoir en détail, et ils seront sur le site de la filière. Euh, N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. On répondra à la fin on aura les deux présentations et ensuite, en fonction on fera des questions-réponses avec les questions que vous aurez mis dans le chat. Donc mettez-les au fur et à mesure. Donc n'oubliez pas d'éteindre vos micros. Toutes les questions, on les centralisera dans le chat pour les poser à la fin. Voilà, donc sans plus attendre, on a des présentations qui vont durer 15-20 minutes et c'est donc Philippe Chevalier qui va commencer par nous parler qui va nous donner la définition, l'épidémiologie et les mécanismes des TV catécholinergiques. Merci Fred. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être ici ce soir pour présenter avec Isabelle Dangeois donc un peu le sujet d'une canalopathie qui nous préoccupe beaucoup, donc les TV polymorphes catécholergiques. Alors le plan qu'on a décidé ensemble, donc avec Isabelle, est le suivant, comme il s'affiche à l'écran, définition, épidémio, quelques mots de mécanisme, hein, et ensuite Isabelle va clore l'exposé avec les aspects diagnostiques et thérapeutiques. Donc, la définition, en effet, donc je pense que là, on donnera à chacun, enfin, on donnera la même version, bien sûr, mais avec des formulations différentes. C'est vraiment important parce que c'est très strict. Comme vous voyez, par exemple, la DVB directionnelle qui se termine par une arythmie ventriculaire polymorphe. J'expliquerai un peu aussi donc, les mécanismes au niveau cellulaire, avec notamment les post-dépolarisation tardive, les delayed depolarization, le support génétique. Isabelle vous en parlera aussi. Et puis, ce qui est vraiment le message, puisque habituellement, on a l'habitude de donner des messages clés, hein, donc c'est la définition stricte, bien sûr, avec la corrélation génotype-phénotype, et puis l'intérêt pour diriger le traitement, notamment en prophylaxie primaire, hein, avant l'événement tragique, souvent la mort subite dans 10 à 20% des cas, en présentation initiale, malheureusement. Et l'intérêt de toute cette enquête familiale, ce support génétique, c'est justement d'identifier dans une famille les gens à risque, notamment les plus jeunes, pour anticiper donc la complication donc, qu'est la mort subite avec les traitements, bien sûr, dont vous parlera en détail et très bien Isabelle. Donc, à tout seigneur, tout honneur, hein. Donc, pour commencer la définition, je pense qu'il faut revenir à l'expérience de la Riboisière, avec donc le trio, notamment Antoine Lénart, Philippe Coumel et Isabelle, donc, qui ont publié donc, en 95, vous voyez, donc bientôt plus de 20 ans. Donc, c'est un suivi de 7 ans, donc 21 patients. Donc, en effet, c'était vraiment la première série qui a identifié finalement cette entité clinique cette année avec un profil, donc je vous invite à le lire aussi, donc très bien détaillé au niveau de la sémiologie électrocardiographique. Donc, c'est vraiment important de dire, c'est en effet une arythmie donc héréditaire sur cœur sain, ça c'est une des conditions, hein. Donc c'est comme les canalopathies sodiques aussi, le cœur sain. Encore là, il y a la limite du cœur sain. C'est vrai que c'est une limite, en effet, parce que ça dépend de nos outils d'investigation. On sait que maintenant, les outils sont de plus en plus sophistiqués et quelquefois, donc on peut passer à côté d'une authentique anomalie structurale ou ultrastructurale qui est vraiment, qui fait sortir du cadre fonctionnel, donc canalaire purement ces cardiopathies. Et surtout, le stress adrénergique, là aussi, on peut en discuter, mais Isabelle en parlera aussi. La TV polymorphe, donc on va la voir, bien sûr, avec cette TV bidirectionnelle qui est extrêmement caractéristique. Et puis la stimulation adrénergique est bon, qui est plutôt, à mon avis, plutôt du genre émotion qu'effort physique, mais les deux sont liés. C'est difficile, comme vous le savez, de les couper. Donc encore une fois, une TV donc ventriculaire bidirectionnelle. Vous avez un exemple ici. C'est une jeune fille de 9 ans, donc elle faisait, je me rappelle très bien, parce qu'elle était hospitalisée pour épilepsie.
depuis quelques temps, et c'est au cours d'un électroencéphalogramme avec un flash lumineux que, sur une dérivation, les neurologues ont mis en évidence cette tachycardie au cours d'une syncope convulsivante. Avec, vous voyez, ce battement, donc cette rotation des QRS, 180 degrés, donc dans le plan frontal, qu'on retrouve aussi dans le syndrome d'Andersen, et que pour les plus anciens, on a connu ça, notamment des toxicités à la digoxine. Donc on verra au niveau mécanistique, c'est un point commun, donc de surcharge calcique, donc diastolique, vraiment extrêmement évocateur. La plage de fréquence est de 100 à 130 par minute. C'est important, c'est reproductible comme beaucoup de phénomènes rythmologiques. C'est vraiment la reproductibilité. Et encore une fois, j'insiste, le cœur sain. Mais là, enfin, une fois, Isabelle détaillera bien ces critères. Le diagnostic différentiel, bon, aussi, elle vous en parlera. Simplement, c'est une jeune fille de 15 ans, vous voyez, syncope à l'effort. Et vous voyez, à l'épreuve d'effort, elle avait trois choses. Elle avait d'antécédents de mort subite, mais c'est par cardiomyopathie rythmogène avec une plaque fibreuse de transformation, donc fibro-adipocytaire à l'IRM. Elle avait une anomalie de naissance des coronaires et elle avait aussi un variant sur le gène RGKR2 avec cette présentation où il est polymorphe typique avec une rotation, comme on l'a vu, à 180 degrés dans le plan frontal des QRS. Donc, quelquefois, c'est pas si simple la mort subite. Donc, il y a en effet, c'est pas parce qu'on trouve une cause qu'il faut forcément s'y contenter. Il faut vraiment euh, pousser les investigations à fond. Donc, principalement au niveau épidémio, hein, encore une fois, c'est les enfants et les adolescents à un âge très précoce. Hein, donc, une mortalité très élevée. On l'a vu que des fois, l'événement initial, c'est une mort subite, malheureusement. Et ensuite, le taux d'événement cardiovasculaire est aussi très élevé, entre 38 et 58% chez ces jeunes enfants. Donc, ça, c'est bien caractérisé. Encore une fois, c'est rare, c'est 1 sur 10 000, je ne vous l'ai pas dit encore. Donc, c'est pas une des plus fréquentes au niveau prévalence des canalopathies. Mais bon, elle est quand même caricaturale dans sa présentation et surtout extrêmement donc exemplaire dans sa prise en charge en prophylaxie primaire avec une efficacité généralement des bêta-bloquants, notamment le nadolol qui est extrêmement puissante. Là, juste un rappel pour placer cette canalopathie, vous voyez, dans l'ensemble des causes de mort subite, vous voyez, il reste quand même l'ensemble des maladies structurales, hein. C'est quand même pas, et les maladies héréditaires, les désordres électriques primaires, vous voyez, donc comme le QT long, ça, c'est une infime partie justement de l'ensemble de ces morts subites. Malgré tout, bien sûr, il faut les chercher systématiquement. Là encore, pour replacer dans le contexte d'autres causes de mort subite, hein, avec notamment les canalopathies connues, les canalopathies sodiques, potassiques et bien sûr RYR2 qu'on va voir, les cathéters polynergiques, les syndromes coronariens aigus. Vous voyez, alors le sexe ratio aussi, je pense, c'est un peu plus fréquent chez les jeunes garçons, mais là c'est débattu. Voilà, alors que vous voyez, donc contrairement aux canalopathies sodiques où il y a une prédominance finalement masculine énorme, hein, donc, et puis bien sûr aussi dans les anomalies, justement, dont la prédisposition génétique est de plus en plus évidente dans les syndromes coronariens aigus. Avec les pressions cliniques, encore une fois, exclusivement maladie polymorphe ventriculaire plutôt que tachycardie monomorphe. Enfin, c'est le polymorphisme qui signe vraiment l'anomalie, alors que dans les autres, on a aussi des maladies monomorphes qu'on peut rencontrer. Donc, puis encore une fois, l'âge, donc c'est vraiment, vous voyez, ce gradient âge, sexe, circonstances, aux circonstances, c'est le troisième élément, avec donc le sport, le repos, et donc, ou d'autres prédispositions environnementales. Donc après cette définition clinique, on est venu progressivement 95 équipes de la RIB, après donc 99, vous voyez, la mise en évidence sur le chromosome 1, justement, et après on a su que ça correspondait à RYR2. Donc progressivement, on est arrivé, après la description phénotypique clinique, à l'identification du substrat finalement génomique hein, en biologie moléculaire. Avec, vous voyez, cette étude de Elisabeth, donc en Angleterre, donc 302 autopsies, donc âge moyen 24 ans. Ça allait de 1 an à 74 ans, mais c'est concentré finalement sur les plus jeunes. Et vous voyez que RYR2, surprise, c'était surtout RYR2 et le QT long qui étaient prédominants dans cette enquête c'est de l'autopsie moléculaire, hein, dans cette enquête de autopsie moléculaire. Donc, on retrouvait franchement cette prévalence importante de variants pathogènes, vous voyez, et puis l'absence, bien sûr, des significations inconnues, ou l'absence de variants, mais c'était surtout des variants pathogènes de classe 5 ou 4, donc qui étaient présents et pour lesquels, bien sûr, on pouvait penser qu'il y avait une liaison de cause à effet entre la présence de ce variant et la mort subite. Donc là, c'est vraiment le message, encore une fois, parce que c'est ça qui vous aidera. Si vous identifiez cette anomalie, c'est de faire l'enquête génétique, et c'est assez remarquable parce que vous pouvez traiter le petit frère ou la petite sœur qui est porteur du variant, mais qui n'a pas encore présenté de symptômes. Donc je pense que ça, c'est pour un traitement, encore une fois, qui est quasiment 90% efficace. Donc ça, c'est vraiment essentiel, ce substrat donc, génétique dans la famille. Après, si on va plus loin, bien sûr, c'est l'aspect simple avec RIR2 dans 60% des cas. Donc, mais RIR2, c'est une grosse protéine. Donc, il y a beaucoup de variants, etc., de polymorphisme. Donc, quelquefois, l'imputabilité du variant, de la variation génétique n'est pas toujours évidente. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut insister sur le phénotype. C'est vraiment important. Et quelquefois, l'épreuve d'effort est négative, alors que ça, Isabelle vous en parlera, mais ça peut être plus compliqué que ça. Il y a aussi un chevauchement
entre différentes pathologies, comme vous le voyez ici, le QT long, le syndrome de QT court, les canalopathies sodiques, même la fibrillation atriale. Oui, ces canalopathies qui, quelquefois, se chevauchent au niveau mécanistique et qui rendent les choses un peu plus compliquées. Toujours est-il qu'actuellement, il y a différents pour le diagnostic. Vous voyez, mais ça, encore une fois, je chevauche, j'empiète sur le sujet d'Isabelle, donc on en parlera très bien. Donc, c'est la cascade finalement dans l'enquête génotypique avec différents panels, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en sachant qu'encore une fois, principalement, c'est RYR2 et qu'on a souvent des variations de notification inconnues avec RYR2. C'est pas toujours évident de faire le lien d'imputabilité et de pathogénicité dans cette maladie héréditaire. Voilà, donc après, définition épidémiologie, vous voyez, donc c'est assez simple. Les mécanismes, bon là, c'est vrai que là, vous avez les quatre protagonistes essentiels. Enfin, si j'oublie encore l'échangeur sodium-calcium, vous voyez, les canaux de type L, le récepteur bêta-adrénergique qui va entraîner l'activation d'une protéine kinase A, qui va entraîner une phosphorylation de RYR2, qui va permettre donc la libération, l'ouverture de ce canal par l'intermédiaire d'une cofonction avec FKBP, une autre protéine qui est liée et qui va bien sûr, le calcium, comme vous le savez, c'est le couplage excitation-contraction à partir du calcium libéré pendant la diastole. Taux de calcémie intracytosolique qui est lui-même, encore une fois, régulé par le CERCA, qui est régulé elle-même, ce canot, pardon, lui-même, ce canot par phospholamban. Vous connaissez aussi les cardiopathie arythmogène à phospholamban. On retrouve une parenté sémiologique aussi avec cette maladie, extrêmement arythmogène et extrêmement instable au niveau électrique ventriculaire primaire. Donc tout ça, c'est vraiment la surcharge calcique avec le dénominateur commun, encore une fois, donc de cette protéine du réticulum sarcoplasmique. Hein. C'est vraiment le sac là où est rempli, où se stocke le calcium et où il est libéré pendant la diastole. Donc ça, c'est important. Plusieurs hypothèses. Vous voyez, donc ça, je vous ai mis simplement ce qu'on a fait ici, nous, à partir des cardiomyocytes, mais c'est une cardiopathie arythmogène, oui, c'est les sparks calciques. Vous pouvez voir, c'est vraiment des décharges calciques comme ça qui sont paroxystiques donc, pendant la diastole et qui vont conditionner la stabilité ou l'instabilité électrique du myocyte avec trois hypothèses, hein, peu importe, soit justement un défaut de liaison avec la protéine FKBP, soit au contraire justement une liaison incomplète qui va entraver justement, qui va faciliter l'ouverture de ce calcium pour la diastole, ou au contraire quasiment un clivage complet de la protéine qui va encore une fois faire libérer beaucoup de calcium pendant la diastole. Après, bien sûr, cette conséquence au niveau électrophysiologique, c'est bien sûr les post-dépolarisation, les delayed after depolarization, contrairement aux EAD phase 3 qu'on voit dans le QT long et qui sont vraiment après, à la fin de la polarisation ventriculaire, qui sont typiques vraiment de toutes les surcharges calciques, que ce soit anticoagulogénique, Andersen, Tawil, etc. Donc c'est vraiment la signature électrophysiologique de ces surcharges calciques diastoliques. Et puis après, bien sûr, comme vous le savez, c'est des arythmies dépendantes de la fréquence. Hein. C'est comme même le coronarien. Donc, plus il est rapide, ou bien le patient avec. On a vu la plage de fréquence pour les TV catécholinergiques, c'est entre 100 et 130. Ça peut varier, mais là, vous voyez dans ce schéma, plus on stimule rapidement, c'était sur du Purkinje. Alors, on ne sait pas encore si c'est vraiment le Purkinje ou c'est le myocyte qui dysfonctionne, mais enfin bon, là, c'est des cellules de Purkinje, vous voyez, donc et plus on les stimule, plus la fréquence de stimulation est importante, et bien plus les delays after depolarization, les post-dépolarisation tardives surviennent. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment différent des post-dépolarisation précoces, early after depolarization. Et l'impact, bien sûr, c'est au niveau thérapeutique, parce qu'un médicament qui n'est pas commercialisé en France, mais qui a un impact aussi sur le mouvement calcique intracellulaire, intracytosolique, oui, c'est la ranolazine, qui montre très bien ici, oui, en cas de stress, on augmente la fréquence de base de la préparation tissulaire, hein, c'est une cellule de Purkinje, et avec de l'isoprotérenol, eh bien, vous voyez là, on efface quasiment donc ces pauses potentielles tardifs. Donc ça peut servir aussi de cible thérapeutique. Mais retenez bien, donc c'est vraiment le calcium intracellulaire qui est. C'est pour ça que la flécaïne est utilisée aussi, parce qu'elle va moduler aussi la sensibilité du calcium aux fibres myocardiques. Pas des fibres myocardiques au calcium, pardon. Voilà, donc encore une fois, donc n'oubliez pas une maladie rare, mais finalement avec un traitement, un signe typique, une identification donc extrêmement facile. Donc, et puis voilà, donc surtout l'importance du dépistage avec la physiopathologie qui est plus ou moins bien connue, mais pour lesquelles on fait beaucoup de progrès, les difficultés d'imputabilité d'un variant à la maladie. Et encore une fois, donc, je me répète, Isabelle le fera aussi, l'importance de l'enquête familiale, donc génotypique, l'analyse de la famille. Voilà, j'ai mis 12 minutes. Isabelle, à toi. Oui, parfait. Alors, euh, J'arrête le partage. oui, je vais prendre mon partage. Voilà. Euh,
Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, Voilà, donc il est... je vais prendre la suite de ce que tu as très bien mis en place, Philippe, en particulier en revenant sur la définition les moyens diagnostiques, parce que en fait, cette canalopathie, toute la difficulté de cette canalopathie, c'est d'en faire le diagnostic, c'est d'y penser, parce que c'est des patients qui nous sont adressés pour des syncopes ou des arrêts cardiaques dans un contexte, comme tu l'as dit, de stimulation adrénergique d'effort, mais parfois, on arrive après la bataille, c'est difficile à l'interrogatoire déjà de retrouver la notion d'effort. Et ça, c'est absolument capital quand on interroge ces patients. Il faut arriver à mettre en évidence les circonstances de survenue de ces syncopes qui sont bien liées à l'effort et à l'émotion. Et difficulté supplémentaire, c'est que quand on examine ces patients, ils n'ont pas, à l'imagerie, il n'y a aucune anomalie. L'électrocardiogramme de base est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de QT long. Très souvent, au repos, il n'y a pas d'extrasystole. Et donc, on se retrouve à faire un diagnostic de syncope pour lequel on n'a pas toujours les circonstances de survenue. Donc, bien entendu, il faut retrouver à l'interrogatoire cette notion d'effort, d'émotion. Et comme tu l'as dit, c'est une canalopathie rare, 1 sur 10 000, mais on a tous rencontré des patients qui faisaient des syncopes à l'effort et pour lesquels possiblement il y a une erreur, une errance de diagnostic. Et même à l'heure actuelle, on estime qu'entre la première syncope et le moment où le diagnostic est fait, il y a 2 ans de retard de diagnostic à cause justement de cette difficulté de mettre en évidence cette arythmie adrénergique. Et donc, la présentation, donc c'est des syncopes à l'effort, souvent avec une épilepsie, avec, comme tu l'as dit, une gravité des symptômes qui est importante, puisqu'il y a dans plusieurs pourcentages de cas, il peut y avoir une mort subite récupérée ou non comme événement initial. Et c'est une pathologie de l'adulte, enfin de l'adolescent plutôt, de l'enfant et de l'adolescent. Et on le voit très, très rarement chez les patients plus âgés. Disons qu'il y a vraiment un pic vers 10-12 ans jusqu'à l'adolescence. Et ensuite, les survenues d'arythmie sont beaucoup plus rares. Donc, comment faire le diagnostic de cette arythmie, de mettre en évidence cette arythmie adrénergique? Eh bien, il faut se donner les moyens. Par exemple, pour les jeunes enfants, il faut leur poser des haltères en leur demandant de courir. Quand ils sont plus de 1,30 m, il faut demander des épreuves d'effort avec un protocole un peu avec des bursts pour faire des accélérations assez brutales pour déclencher ces arythmies. Et si on a un doute avec une absence d'évidence au holter ou au test d'effort, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à des tests de stimulation par des perfusions d'isuprénaline qui peuvent là aussi reproduire cette arythmie ventriculaire parce que on n'a pas, enfin les facteurs inductifs, c'est effectivement pas forcément l'effort en lui-même, ça peut être l'émotion et l'isuprel, ça reproduit un petit peu l'émotion. Et donc une fois qu'on a mis en Il y a une évidence, déconnexion, je pense, Internet, ou c'est moi? pardon, Guillaume? vous m'entendez? Oh, il y a une coupure. Ah, Il y a et une... là, c'est bon? Oui, Non, là, non, c'est mieux. on t'entend très Revenu. bien, Isabelle. On t'entend très bien, Isabelle. Tout va bien. Ah, Donc, c'est mon côté. voilà, Pardon. penser à cette arythmie et surtout, il faut se donner les moyens de la documenter. C'est ça qui est très, très important et qui n'est pas facile à faire. Une fois qu'on a documenté l'arythmie, on fait le diagnostic. Ça, c'est l'histoire d'une jeune fille de 9 ans qui faisait des syncopes à chaque fois qu'elle faisait une course, mais dans un contexte d'émotion, donc électrocardiogramme normal. Et voilà, elle n'a pas eu d'épreuve d'effort. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée de lui mettre un holter le jour où elle était en situation de faire ses syncopes. Et on voit très bien l'arythmie ici avec des ESV au début qui étaient isolés, bidirectionnels, puis en doublet en salve et même en salve polymorphe très très impressionnante, en sachant que la plupart du temps, quand on arrête la stimulation, l'effort, l'arythmie ventriculaire s'arrête spontanément et ne se transforme pas en fibrillation ventriculaire. Donc juste les diagnostics différentiels, tu en as parlé Philippe, mais c'est important d'y penser. Donc TV, enfin arythmie ventriculaire déclenchée à l'effort. On regarde est-ce qu'elles existent, est-ce qu'il y a des arythmies ventriculaires au repos? S'il y en a au repos, a priori, c'est pas une TVC, c'est un autre diagnostic, MEBPC ou syndrome de Tawil. Ensuite, est-ce que l'électrocardiogramme montre un allongement de l'intervalle QT? Oui, à ce moment-là, c'est plutôt un QT long avec ESV qu'une TVC. Ensuite, on vérifie que la structure cardiaque est normale. Et enfin, on arrive donc au diagnostic de CPVT, surtout chez les patients qui ont moins de 40 ans.
Alors, il y a un système de score pour arriver à compter les points et faire le diagnostic. Je vais passer rapidement parce qu'en gros, dès qu'on a l'arythmie ventriculaire caractéristique et l'absence de cardiopathie, on est à peu près sûr d'avoir le diagnostic. Et donc, quand on a ce diagnostic, bien sûr, on va prendre en charge, je vais revenir sur la façon dont on prend en charge ces patients et les traitements qu'on met en place. Et c'est une arythmie, c'est une canalopathie à substrat génétique. Et comme l'a évoqué et on a parlé Philippe, il faut adresser ces patients dans les centres de référence pour qu'ils puissent bénéficier de tests génétiques et une rentabilité du test génétique qui est assez élevée ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines canalopathies. Mais là, on a en général on peut identifier un variant pathogène dans à peu près 60 à 70% des cas, ce qui est relativement élevé et qui permet ensuite de faire du dépistage présymptomatique chez les apparentés du premier degré. Donc, une fois qu'on a fait notre diagnostic, on va prendre en charge ces patients et le premier aspect de la prise en charge, ça va être d'éviter que les patients se retrouvent dans des situations où cette arythmie va être à nouveau active, c'est-à-dire en gros éviter toutes les situations de compétition, de sport, apprendre à gérer le stress. Il faut apprendre aux patients à gérer leur stress, à ne pas se mettre dans des situations où on sait qu'il va y avoir des émotions très très fortes. Et ensuite, on va passer à le traitement qui implique forcément un bêta-bloquant, puisqu'on a vu que toutes ces arythmies étaient liées à une stimulation du système adrénergique, une surcharge calcique, etc. Et qu'en bloquant une partie de cette chaîne qui produit ces dépolarisations tardives, par les bêta-bloquants, on arrive à prévenir dans la grande majorité des cas, les arythmies. Donc, premièrement, les bêta-bloquants. Il y a une particularité dans le choix des bêta-bloquants, c'est que il faut absolument privilégier des bêta-bloquants non cardiosélectifs. Donc, ça peut être un choix qui n'est pas forcément intuitif parce qu'on se dit on veut mettre un traitement bêta-bloquant un peu cardiosélectif chez un patient pour qu'il y ait moins d'effets secondaires, etc. Et en fait, il y a plusieurs études, et je vous en montrerai juste une tout à l'heure, qui montrent qu'il y a une vraie différence en termes de prévention des arythmies quand on choisit un traitement non cardiosélectif, c'est-à-dire en pratique le nadolol ou le propranolol. Donc, la liste des recommandations, les bêta-bloquants doivent être instaurés en première intention. Ensuite, on peut associer, on verra dans certains cas qui ne sont pas contrôlés par les bêta-bloquants seuls, le flécainide. Tu l'as expliqué aussi, il y a une vraie logique sur le plan mécanistique. Et ensuite, on a deux autres options en cas de mauvais contrôle des arythmies ventriculaires. C'est soit et d'ailleurs, sympathectomie et défibrillateur, en sachant que dans ce type de canalopathie, le défibrillateur, c'est quelque chose qu'on retiendra en dernière intention parce que il peut y avoir des orages rythmiques, parce que les patients qui déclenchent leur arythmie dans un contexte de stress, quand ils prennent un choc, sont à nouveau choqués et le recours au défibrillateur seul, sans bêta-bloquant de toute façon, il n'est pas du tout recommandé. Et la place du défibrillateur, on le verra, est vraiment en dernière intention chez ces patients. Donc, le traitement bêta-bloquant, nadolol, le but étant de, bien sûr, supprimer la survenue de syncope, en sachant que le nadolol seul, souvent, ne supprime pas toutes les ESV. C'est-à-dire que quand vous allez faire des épreuves d'effort pour contrôler l'effet du nadolol, vous verrez que très souvent, il reste des ESV, mais ce qu'on veut, c'est diminuer la charge rythmique, entre guillemets, c'est-à-dire faire disparaître les arythmies polymorphes, les salves, les doublets, et ne laisser persister. Et encore, je pense qu'on peut optimiser le traitement que à la rigueur des ESV isolés. Donc voici, ça c'était l'étude dont je parlais, qui est une étude collaborative auquel on a participé et qui s'est intéressée justement à la prévention des événements cardiaques graves ou des syncopes seuls en fonction du type de bêta-bloquant. Et on voit que selon qu'on est cardiosélectif ou non cardiosélectif, la prévention est meilleure. Et donc, il faut vraiment, vraiment mettre ces patients sous nadolol ou propranolol. Et quand on n'arrive pas à contrôler les arythmies, c'est-à-dire quand il persiste des salves polymorphes ou quand il y a des syncopes, à ce moment-là, on peut associer le nadolol à la flécaïne. Vous voyez, ça c'est une étude aussi, une cohorte
enfin une étude auquel on a participé, des patients qui étaient symptomatiques avant toute mise sous traitement, qui ont été mis sous bêta-bloquants, et ensuite, chez un certain nombre d'entre eux, persistaient des arythmies ventriculaires et des syncopes, et donc, dans ce cas-là, a été associée la flécaïne, et on voit quand même on diminue beaucoup le nombre de patients qui restent symptomatiques. Alors, les TVC, c'est une canalopathie qui répond moins quand même au traitement que le QT long, par exemple. Et on a pas mal d'échappements thérapeutiques. Il est aussi extrêmement important de s'assurer de l'observance des patients parce que comme c'est une canalopathie qui donne des arythmies ventriculaires graves qui sont difficiles à contrôler, si les patients ne sont pas observants, souvent on a des récidives de syncope, voire des accidents beaucoup plus graves. Euh, Quand on n'arrive pas à contrôler avec le traitement bêta-bloquant et flécaïne, et encore une fois, cette association, il ne faut pas hésiter à la proposer assez rapidement, surtout chez les patients qui ont initialement des syncopes un peu graves avec des salles polymorphes sur les documentations. On peut proposer une sympathectomie qui fonctionne très bien quand on a le bon chirurgien pour faire la sympathectomie. En cas d'échec ou conjointement, chez des patients qui font vraiment des accidents répétés pour lesquels on a la preuve que malgré une bonne observance, les arythmies persistent, à ce moment-là, on propose un défibrillateur. Il faudra programmer avec un mode particulier de programmation, c'est-à-dire sur le mode fibrillation ventriculaire, enfin défibrillation seule, et une période d'observation, de charge, un temps assez long, parce que souvent ces patients font des salves polymorphes qui s'arrêtent toutes seules. On a identifié des facteurs de risque justement chez ces patients, c'est une mauvaise observance et justement pas de prise de bêta-bloquant, des arythmies complexes malgré un traitement bêta-bloquant bien pris, un arrêt cardiaque avant le diagnostic et la génétique aussi peut nous aider puisqu'on s'est aperçu que les mutations d'ANRIR2, la partie C-terminale du gène, étaient associées à un pronostic moins bon. Donc voilà, c'est un algorithme qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc, selon les situations, arrêt cardiaque récupéré ou syncope avec trouble du rythme ventriculaire ou au contraire, patient dépisté au cours d'une enquête familiale. Recommandation générale, c'est-à-dire du sport de façon modérée, pas de compétition, gestion du stress, bêta-bloquant chez tout le monde quasiment, défibrillateur en cas de mort subite récupérée et ensuite flécaïne. Soit parce que le test d'effort n'est pas rassurant, soit parce que bien sûr il y a une récidive de syncope. Et si flécaïne bêta-bloquant ne suffit pas à contrôler la situation, à ce moment-là, sympathectomie et parfois défibrillateur plus sympathectomie. Donc, sur cette diapositive, c'est juste une précision pour le champ, enfin le périmètre, on va dire, d'autorisation sportive, parce que comme c'est des sujets jeunes, c'est un sujet qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'on peut laisser faire comme sport, jusqu'où on peut aller, etc. Tout est à négocier, enfin pas à négocier, à discuter avec les patients, avec les familles, en sachant que comme c'est des sujets jeunes, il faut leur laisser une possibilité de faire du sport, encadrer, bien expliquer les limites, etc. Et leur faire comprendre que sport, dans l'optique de la compétition, c'est pas bon parce qu'il y a le stress mental qui va se rajouter au stress physique, mais il faut trouver une pratique sportive qui leur permette de faire du sport dans des bonnes conditions. Voilà, ne pas oublier bien sûr d'être en bonne condition physique, c'est-à-dire de s'hydrater, etc. Enfin, comme on recommanderait pour toute personne qui veut faire du sport normalement, même sans canalopathie. Un tout petit point, un mot très rapide sur TVC et grossesse. Donc, il ne faut pas interrompre un traitement bêta-bloquant et probablement pas flécaïne chez des mamans qui ont une TVC, qui ont une tachycardie ventriculaire catécholergique, même si on sait que les bêta-bloquants peuvent induire une bradycardie fœtale, une hypoglycémie et un risque d'avoir un bébé de faible poids à la naissance, mais il ne faut surtout pas interrompre le traitement bêta-bloquant. Il faut que les mamans soient télémétrées pendant le travail, recommander, donner les consignes que le travail soit le plus court possible, limiter les efforts d'expulsion et ne pas hésiter à programmer une césarienne si on est inquiet sur le risque rythmique de la maman.
Le dépistage familial est bien sûr indispensable dans le cadre de cette canalopathie à haut risque rythmique et à substrat génétique. Donc, quand on a la mutation pathogène, c'est facile. On propose le test génétique. Alors, on n'est pas obligé de le faire à la naissance parce que les manifestations avant l'âge de 2 ans sont exceptionnelles. Donc, si on a la mutation, eh bien, il faut proposer le dépistage présymptomatique, enfin génétique à tous les apparentés du premier degré de la personne qu'on vient de diagnostiquer. Si par contre on n'a pas de mutation pathogène, il faut s'aider du dépistage clinique, c'est-à-dire faire des holters en fonction de l'âge, des épreuves d'effort et éventuellement des tests à l'Isuprel chez les apparentés du premier degré pour pouvoir identifier les patients qui seraient porteurs de cette TV catécholergique et qui n'ont pas encore fait de symptômes, afin de leur proposer bien sûr un traitement préventif des accidents rythmiques. Voilà, donc en résumé, le diagnostic documenté, pensez absolument à se donner tous les moyens quand on a une suspicion pour documenter ces arythmies ventriculaires qui sont reproductibles, et c'est très rare parce que les QT longs, il n'y a pas d'arythmie reproductible, le Brugada, il n'y a pas d'arythmie reproductible, et vraiment dans la TVC, à chaque fois pratiquement qu'on se donne les moyens de faire un holter avec effort, un test à l'Isuprel ou une épreuve d'effort, on arrive en général à documenter ces arythmies ventriculaires. Proposer le test génétique à tous les patients qu'on va diagnostiquer et à leurs apparentés, et mettre en place le traitement bêta-bloquant, éventuellement flécaïne, et céder de la sympathectomie ou du défibrillateur si on n'est pas rassuré sur le contrôle de cette arythmie. Et dernier point, je ne vais pas détailler toute la diapositive, mais il faut absolument, absolument convaincre les patients et les parents d'avoir une observance thérapeutique parfaite, parce qu'on a tous l'expérience de patients qui font des accidents graves, parfois mortels, quand ils sont en rupture de traitement. Et à l'adolescence, c'est quelque chose qui est très, très difficile à mettre en place. Et il faut se donner tous les moyens, s'aider des psychologues, avoir des relais avec les amis, les copains des patients qu'on traite pour qu'ils prennent vraiment leur traitement parce que c'est vraiment vital pour eux et c'est probablement une des arythmies, une des canalopathies pour lequel l'observance thérapeutique est la plus vitale. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai dit. Et voilà, pour le point important, c'est quand on y pense, se donner les moyens avec les examens de faire le diagnostic, de documenter ces arythmies et de mettre en place le traitement avec le problème de l'observance chez ces patients. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ces très beaux topos qui ont vraiment permis de faire une vue complète sur les TV catécholergiques. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions via le chat, hein. On attend vos questions. Et en attendant justement, alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des TV catécholergiques, peut-être je suis passé très rapidement sur les PNDS, donc les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc la filière cardiogène, je ne sais pas si l'un de vous deux veut parler un peu de ce qui a été fait par la filière avec ces PNDS et donc la suite des choses. Est-ce qu'il y a... Oui, tout à fait. Donc, en fait, les PNDS, ce sont des protocoles nationaux de soins et de prise en charge chaque canalopathie et d'ailleurs cardiomyopathie hypertrophique, enfin toutes les pathologies qui sont prises en charge dans le cadre de la filière ont fait l'objet d'un PNDS. Et dans ce PNDS, vous avez l'état de l'art de la pathologie et les différents aspects de la prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre diagnostic, un chapitre comment suivre ses patients, un chapitre pour la famille, un chapitre, etc. Et donc, ce sont des documents qui sont très, très complets. Il y a un PNDS court destiné aux médecins qui ne sont pas forcément cardiologues, donc aux médecins généralistes. Donc, on a résumé sur deux, trois pages, les notions essentielles à avoir par rapport à ces sujets, à ces pathologies qui sont traitées et prises en charge dans la filière. Donc, ce sont Ouais. des documents qui sont enfin, bien documentés, qui sont très clairs, pratiques. Voilà, c'est surtout des documents pratiques. Ouais, donc vraiment, n'hésitez pas à aller les consulter, hein, donc sur le site du HAS. Et je crois qu'il y a les relais aussi sur le site de Cardiogène. Donc vraiment, faut pas hésiter à aller les consulter parce que c'est pour vous, pour nous tous, hein. Donc c'est vraiment c'est une aide utile en français en plus. Donc c'est c'est vraiment très bien.
Alors, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, et vous avez dans le chat, merci Lisa, qui nous a remis les sites, alors pour les TV catécholinergiques, et vous verrez tout au long des webinaires que la filière organisera pour les autres pathologies également. Alors, j'ai commencé dans l'ordre chronologique avec Philippe, en tout cas, c'est une question sur le mécanisme. Alors, tu nous as expliqué la surcharge calcique, tout ça, mais les TV bidirectionnels, pourquoi ça change d'un complexe à l'autre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as la solution? Parce que ça m'a toujours interpellé. Oui, oui, non, non, je sais pas. Alors là, on attend toujours cette solution. On ne sait pas si c'est celui du Purkinje ou les myocytes, donc qui sont impliqués, donc qu'on connaissait bien à Bordeaux, hein. Donc là, j'avoue que non, non, tout ce qu'on sait, c'est vraiment c'est des post-dépolarisation tardives, mais alors connaître le mécanisme, c'est comme l'aspect torsadiforme aussi dans les torsades de Ouais, pointe, donc dans les QT longs ou dans les QT courts, il y a des hypothèses, mais avec des transitions, en effet, une ectopie qui peut naître au niveau du Purkinje, puis après qui se propage de façon, on ne sait comment, donc à travers les couches myocardiques. Mais pour l'instant, la télé bidirectionnelle, pour moi, reste un mystère. Enfin, c'est ça. il y a aussi dans les rentrées d'émi-branche à émi-branche. Donc, est-ce Ouais, que c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, ça fait peut-être intervenir les deux, mais c'est vrai que c'est tellement caricatural et c'est sui generis. Donc, c'est ça, mais parce que la fuite, la surcharge calcique ou la fuite calcique qu'on a dans les insuffisances cardiaques terminales, ça fait des ESV polymorphes, mais pas stéréotypés enfin, un axe, un autre, un axe, un autre. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est d'une branche à l'autre, et ce ping-pong est quand même toujours, même en 2024, enfin, en tout cas, à ma connaissance, pas très clair, quoi. Enfin, on n'a pas de très franche explication pour ça. Euh, Vous en avez parlé tous les deux et je pense qu'il y a un point vraiment important, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais l'épilepsie d'effort n'existe pas et c'est une TV catécholinergique ou en tout cas un trouble du rythme ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Et ça, chez l'enfant, faut vraiment être très attentif parce que malheureusement, il y a des décès. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais c'est vraiment un message mais hyper important, quoi. Absolument. L'épilepsie d'effort n'existe pas. Et toute syncope à l'effort doit être, jusqu'à preuve du contraire, considérée comme une TV catécholinergique. Et encore une fois, c'est très difficile parce que au mieux, les enfants et les adolescents ont un électrocardiogramme parce que voilà, quelqu'un se dit ah, bah, ça peut être le cœur. Et malheureusement, l'électrocardiogramme qu'on fait au repos à distance de la syncope, il est normal et souvent ça s'arrête là. Et donc, on est en train de batailler pour faire passer les messages aux urgences, parce que c'est souvent des enfants qui arrivent aux urgences ou des adolescents, de sensibiliser les personnes qui les reçoivent aux urgences sur avoir les circonstances dans lesquelles s'est produite cette syncope, savoir que s'il y a une convulsion, eh bien, il ne faut pas l'envoyer soit à la maison, soit enfin, au mieux dans le circuit neurologique. Ou voilà, et il y a un vrai problème diagnostique sur les TBC, vraiment, vraiment, vraiment. Hmm. Et vraiment, c'est ça, c'est un trouble du rythme grave jusqu'à preuve du contraire, quoi, hein, clairement, quoi. Ça, Voilà. chez l'enfant, c'est vraiment hyper important, quoi. la même Euh, chose. oui, Oui, excuse- Il y a je me un permets, autre ouais. aspect aussi du Ah, diagnostic. Alors ça, c'est vas-y. pour les patients un peu plus âgés, on va dire, pour qui on fait une épreuve d'effort pour toute autre cause et on tombe sur des extrasystoles ventriculaires typiques d'une TVC. Mais alors du coup, comme ils sont un peu plus âgés et ils n'ont pas forcément fait de syncope grave, on ne fait pas le diagnostic non plus. On dit, ah, ben, tiens, c'est des extrasystoles ventriculaires un peu à l'effort. Voilà, ils se retrouvent avec une choro, une IRM, etc. Et le diagnostic n'est pas fait non plus. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment qu'on se batte pour améliorer le diagnostic de cette canalopathie. et, et peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis, Isabelle, c'est important parce que même si alors, c'est l'un de vous deux qui disait, c'est vrai qu'à l'âge adulte, finalement, quand ils ont rien fait, ils ont peut-être un pronostic moins grave, sauf qu'il y a la famille, le dépistage familial, et que ça n'empêche pas qu'il y ait un enfant ou un neveu ou tout qui peut faire quelque chose de catastrophique plus tard. Et donc, aussi pour ça, c'est important, pas juste lui mettre des bêta-bloquants comme ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, il y a des extrasols d'effort, on lui met un peu de bêta-bloquants, et puis voilà. Mais il y a toute la partie de dépistage familial qui peut être critique derrière, quoi. Absolument, absolument, tout à fait. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ouais, je t'ai Oui, coupé. non, mais ça peut, justement pour le diagnostic, je pense qu'Isabelle a insisté aussi sur le fait qu'une télémétrie suffit pas dans les enquêtes de mort subite. Il faut vraiment un Holter, quoi, parce que c'est tellement caricatural, la présentation électrique, une télémétrie, en effet, on voit passer des extrasystoles, au niveau, c'est des banales extrasystoles, une ou deux comme ça, mais il y a que le Holter qui peut vraiment enregistrer et puis nous permettre d'identifier précisément j'ai souvent ça, c'est comme une méningite avec un purpura, il suffit qu'il y ait un signe cutané, un purpura pour faire le diagnostic de méningite. C'est pareil, s'il y a deux extrasystoles sur le Holter sur 24 heures avec cet aspect typique, bingo.
vous avez le diagnostic. Donc le Holter, voilà, la télémétrie ne remplace pas le Holter. Parce que souvent on dit, ouais, il a été télémétré pendant 24 heures après un arrêt de mort subite, on n'a rien vu. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment exiger l'examen Holter, même s'il est alité, même si c'est après arrêt de mort subite. La télémétrie ne suffit pas. Hmm. Et c'est vrai que même, tu vois, même si tu n'as pas d'épreuve d'effort, tu lui fais faire des flexions, enfin, tu lui fais faire des flexions, tu le fais à l'effort avec le monitoring. Des choses simples, en fait, qui sont assez faciles à faire, quoi, le temps d'avoir l'épreuve d'effort plus tard. Mais déjà, rien que ça, tu peux faire assez facilement les choses, quoi. Euh, J'avais une autre question, moi, c'est par rapport à la enfin, au gène de la ryanodine. Alors, j'en profite, hein, c'est une question que pour moi, enfin, et j'aimerais bien avoir votre avis. Je trouve qu'on a beaucoup de VSI sur la ryanodine. De ce que j'en sais, alors je suis pas spécialiste en génétique, mais c'est un gène qui est assez long. Euh, donc tu nous as parlé, Isabelle, qu'il y avait certaines mutations qui étaient plus graves que d'autres. Vous pouvez nous en dire un mot, VSI versus mutation, enfin, comment on s'en sort? Et peut-être pour ça qu'il faut en renvoyer vers des centres de compétences ou de référence, quoi, parce que parfois, c'est pas évident à s'en sortir. Les bilans génétiques, de toute façon, enfin, tous les résultats génétiques, nous, on les staff avec nos biologistes, avec les cardiologues, les rythmologues, etc. Et donc, quand les biologistes nous rendent un variant pathogène classe 4-5, bon, ça c'est facile. Et quand c'est un VSI, enfin, une mutation pour laquelle ils ne peuvent pas se prononcer comme ça, c'est là que c'est important de faire le bilan familial justement pour voir si d'autres personnes de la famille ont cette anomalie génétique avec, quand on fait le bilan clinique, un phénotype de tachycardie ventriculaire catécholergique. Et à ce moment-là, le VSI est upgradé, comme on dit, en vraie mutation pathogène. Ensuite, il y a des endroits enfin, des endroits du gène qui sont plus associés classiquement à un phénotype de TBC. Donc ça aussi, ça nous aide. Dans quelle partie du gène se trouve cette anomalie génétique? Et puis, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'imputabilité, la pathogénicité est très difficile à établir. Et comme tu l'as dit, c'est une grosse protéine. Donc il y a énormément de vessie, quoi. Comme pour la ditine, comme pour le canal sodique. Ouais, Le tout à fait. SCN5A, c'est extrêmement difficile. Ouais, D'où ok. l'importance, en effet, de bien établir la correspondance et l'alignement entre la présentation sémiologique. On a la chance d'avoir une sémiologie tellement typique que finalement, c'est, j'allais dire, c'est facile, quoi. Donc, d'établir la correspondance clinique et biologique. Hmm. Mais Alors, oui, ouais. La pénétrance est très variable en plus, donc, ouais, ouais. ce genre de choses Justement, aussi. si on va sur le traitement, peut-être maintenant, euh, alors c'est pareil, donc quand c'est chez l'enfant, qu'on le découvre, on n'a pas trop de doutes, alors il y a l'escalade thérapeutique en fonction de si on arrive à contrôler ou pas, mais à l'inverse du spectre, quand on fait un bilan familial et qu'on le trouve chez un parent qui a finalement n'a jamais fait de syncope, qui se plaint de pas grand-chose, même s'il fait des extrasystoles un peu, deux, trois extrasystoles à l'effort, quand est-ce qu'on traite, quand est-ce qu'on traite pas, est-ce qu'on traite tout le monde, même si on n'a jamais rien fait et qu'on a 40 ou 50 ans, enfin, Mm. quel est votre... Les recommandations poussent à traiter tout le monde. Voilà, dès qu'on peut, c'est des recommandations de classe 2, mais voilà. Après, moi, je pense, enfin, s'il n'y a pas de contre-indication à un traitement bêta-bloquant, que les patients, bien sûr, sont d'accord, il faut leur accord, voilà. Je pense que je pousserai au traitement parce que c'est pas parce qu'il s'est rien passé à 40 ans que on peut parier sur l'avenir que l'arythmie ventriculaire, elle va pas parler un jour. Euh, Moi, j'ai eu un patient comme ça qui a fait une fibrillation ventriculaire le jour où il se faisait opérer de la vésicule biliaire. Et c'était un patient qui était père d'un enfant TBC. Et il était muté et il n'était pas traité. Donc, moi, je pousse plus, je propose en tout cas le traitement. Après, si les patients ne veulent pas, s'il y a des contre-indications, etc., voilà, on discute. On ne poussera pas autant que si les patients sont symptomatiques. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais je pense que Oui, c'est oui. proposé Bah, parce que c'est une arythmie quand même sévère. mm. Oui, oui. Bah, c'est pareil. Si c'est un classe 5, si la pathogénicité est clairement établie, on a du mal à pas éventuellement conseiller un bêta-bloquant, mais bien que, en effet, le pic d'incidence, c'est chez le gamin et l'adolescent. Mais on n'est jamais trop tranquille, surtout sur des circonstances un peu pro-arythmiques comme une intervention chirurgicale ou autre, quoi. Si on continue dans les traitements, nadolol versus propranolol, donc vous nous avez bien dit, hein, bêta-bloquant non cardiosélectif. Alors, moi, j'ai toujours un problème avec le propranolol, c'est sa galénique.
Mm. et la demi-vie du propranolol, ou la demi-vie du propranolol avec des comprimés à 40, ou alors le 160 LP, mais ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, ou alors il faut prendre 2 à 3 comprimés par jour si c'est pas du LP. Comment vous vous en sortez? Et la question d'après, c'est le nadolol, une ou deux prises en fonction de l'âge, enfin. Alors, dans les recommandations, il y a propranolol parce que le nadolol n'est pas disponible dans tous les pays du monde. Donc, on a la chance en France d'avoir du nadolol. Donc, à chaque fois qu'on peut prescrire du nadolol, il faut prescrire le nadolol. Mais il y a cette autre option de propranolol pour les pays où il n'y a pas de nadolol disponible. Mais je suis d'accord avec toi, le propranolol, la demi-vie est courte, c'est pas facile, etc. Donc, c'est deux principes plutôt le nadolol. Et chez les enfants, c'est plutôt en deux prises. C'est-à-dire qu'on on calcule la dose globale pour 24 heures et on divise en deux jusqu'à ce qu'ils aient 15-16 ans, je pense. C'est ce qu'on fait en Ouais. général. C'est vrai qu'avec le propranolol, il y a une variabilité interindividuelle qui est énorme, qui va de 1 à 20 parce qu'il est métabolisé par le foie. Il y a un first pass effect donc, qui est énorme. Donc c'est vrai que nous, en pratique, c'est vrai que c'est plutôt 3 fois par jour, comme tu l'as dit, en faisant de la demi-vie courte, et c'est 3 mg kilo chez l'adulte. Par exemple, pour l'allaitement dans le QT long, je ne sais pas Isabelle aussi, on a beaucoup discuté, donc pour l'allaitement, chez les femmes avec canalopathie, donc on propose du propranolol à cette dose, quoi, plutôt que le nadolol. Mais autant te dire que l'observance à 3 comprimés par jour, c'est compliqué, quoi. Enfin, à 3 prises par jour, c'est au long cours, c'est pas simple, quoi. Oui, mais au moins pour la C'est période d'allaitement, Oui, tu oui, vois. bien sûr. Non, non, mais c'est toujours le problème, hein, effectivement, de compromis, quoi, hein. Et si on va plus loin dans le défibrillateur, alors tu nous as bien dit que c'était du dernier recours, parce qu'il y a une autre chose, c'est que souvent ces TV catéchorgiques font de la FA aussi, et parfois de la FA rapide même. Et on a eu un cas comme ça où finalement ils sont partis en orage sur un choc inapproprié sur de la FA, qui le choc crée le stress, et après il y a d'authentiques, enfin TV polymorphe FV et ainsi de suite, et donc ils sont partis en orage Ouais. rythmique ventriculaire à cause d'une FA au départ, quoi. Il faut vraiment faire comme tu as dit, avec des zones de thérapie très hautes, hein, 230, 240 battements par minute, FV only, parce que sinon, ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien, hein. Ça, c'est vraiment, faut faire gaffe à ça. D'ailleurs, dans le diagnostic, je suis passée assez vite, mais effectivement, ces patients ont de façon paradoxale et pas rare des arythmies atriales adrénergiques également. Et là Mm. aussi, ça peut être une source d'errance diagnostique parce qu'on se dit, ah, mais de toute façon, il fait de la FA, donc c'est pas une TV catécholinergique. Mais si, c'est un peu c'est le même syndrome. Et dans 30% des cas, à peu près de patients, ces patients-là ont des tachycardies atriales adrénergiques, des FA adrénergiques, même chez les enfants et les adolescents. Et donc, le traitement, là, pour le coup, on fait des ablations assez rapidement de ces arythmies atriales pour justement ne pas être perturbé sur les programmations des défibrillateurs ou dans la prise en charge globale chez ces patients. Mais ils font des arythmies adrénergiques atriales, effectivement. Ah, j'ai une première question dans le chat. Oui, La posologie du corps garde, 50 mg par mètre carré, mais parfois jusqu'à 70 mg par mètre carré, c'est bien ça? oui, absolument. En fait, on va titrer enfin, les bêta-bloquants en fonction de la réponse à l'épreuve d'effort, mais il faut partir au minimum sur 50 mg mètre carré, ce qui est la posologie qu'on donne plutôt dans le QT long. Et très souvent, en pratique, pour arriver à supprimer les salves répétitives, on est obligé d'aller jusqu'à 75, parfois 80 mg par mètre carré. Il y a des patients qui prennent 160 mg de Corgarde pour contrôler leur arythmie. Et Ouais. bizarre, c'est assez bien supporté. Ouais, alors ça, c'est autre chose, c'est intéressant, mais dans les TV chirurgiques et autres, c'est les doses de Corogarde. C'est-à-dire que, et c'est probablement le métabolisme hépatique aussi qui va jouer en fonction des gens, mais tu as des gens avec 20 mg de Corogarde qui en peuvent plus, quoi, enfin, qui sont par terre, vraiment complètement séchés, et d'autres, effectivement, qui sont à 160 mg et qui vont très, très bien. Il y a vraiment aussi, c'est important de titrer Oui. sur l'efficacité et la tolérance pour chaque personne, parce que tu peux te retrouver avec des doses vraiment très différentes d'une personne à l'autre, quoi. Exactement. Il faut vraiment titrer personnellement. Et si on a l'impression qu'on est à la dose dite maximum, il faut vérifier que c'est la dose Mm. maximum pour le patient en fonction de la tolérance, en fonction justement des épreuves d'effort et des haltères. Et parfois, on a la surprise de se retrouver avec 160 mg de Corgarde. Et justement, sur l'efficacité du Corgard, alors dans les TV4 cholinergiques, vous l'avez dit, hein, c'est l'absence d'arythmie ou en tout cas la diminution de choses polymorphes. Est-ce que vous basez sur la fréquence maximale atteinte pour l'efficacité ou pour être sûr qu'ils n'aillent pas plus de 70% de l'FMT, 60% de leur FMT ou non, pas du tout?
Alors, si, ça c'est d'une manière générale quand on traite les patients avec les bêta-bloquants. Dans le QT long, c'est pareil, on essaye d'être au minimum à 70-80% de la FMT. Mais souvent, on va au-delà. C'est-à-dire que même si on est à 70% de la FMT et qu'il y a des salles polymorphes, on augmente quand même. C'est vraiment la disparition de la charge rythmique qui est la cible principale. Et juste pour dévier justement sur le QT long, tu n'as pas cette charge rythmique ou tu n'as pas ces extrasystoles, tu as une cible de FMT ou pas, non? Enfin, Oui, pareil, 70, ouais, d'accord. 70-80%, mais on n'a pas les ESV pour Ouais, conforter sur est-ce qu'on est bien ou pas. Mais bon. ok. Euh, Continuez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai encore une petite question. Je crois que c'est sur ta dernière diapo, Isabelle, ou ton avant-dernière. Tu mettais Isuprel supérieur à 2 ans. C'est-à-dire que tu fais des tests à Isuprel chez les petits ou c'est... C'est arrivé, ça nous est Ouais, arrivé dans le cas d'accord. de syncope justement grave, de mort subite récupérée, etc. On le fait chez les enfants, oui. Alors justement, il y a une question par rapport à ça, enfin par rapport à juste le test à Isuprel. Déclencher les troubles du rythme chez un enfant avec un test à Isuprel ne peut pas être lié au traitement Isuprel seul, mais forcément à une TV catécholaryngite sous-jacente? Point d'interrogation. Ben, c'est toujours pareil, l'Isuprel va va déclencher l'arythmie polymorphe catécholergique, etc. Après, un test à l'Isuprel chez un enfant qui a un cœur sain et qui n'a pas de TB catécholergique, c'est assez rare d'induire ces phénomènes d'extrasystolie bidirectionnelle et ensuite avec la charge rythmique qui monte, les salves polymorphes, etc. C'est quand même assez spécifique, la Ouais. réponse. Je, je peux m'aller plus loin parce que nous, on a une très grande expérience depuis très longtemps, parce que Michel en fait depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mhm. Et on avait revu tout ça. En fait, sur un cœur vraiment sain, il n'y a pas d'arythmie, hein, avec l'Isuprel, même à pleine dose. Oui. Les seuls qui faisaient des arythmies, c'est soit effectivement TV catécholaryngque ou autre, ou des gens qui ont des cardiopathies hypertensives, valvulaires, enfin X ou Y, quelle que soit la cause de la cardiopathie sous-jacente. Mais les gens qui ont un cœur strictement sain, sans canalopathie adrénergique, ne font rien à l'Isuprel, quoi. Enfin, et la seule chose qu'on peut avoir, c'est une TVA infundibulaire monomorphe, enfin des ESV monomorphes, mais ils feront jamais rien de polymorphe en tout cas. Ça Absolument. c'est donc Mais ça non c'est ce que tu disais, hein. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais à vous poser. En tout cas moi j'ai trouvé ça très très intéressant. N'hésitez pas dans le chat là si vous avez encore une ou deux questions brûlantes. En tout cas, je vous remercie parce que enfin, vos exposés, je trouve, étaient très très clairs et ont permis vraiment de faire bien le point sur cette pathologie qui est, comme vous l'avez dit, rare, mais quand même très très importante à identifier parce que potentiellement fatale, alors que bien traitée, l'espérance de vie est normale quasiment, quoi. Donc, enfin, c'est des gens qui ont un cœur sain, qui vont bien. Donc vraiment, enfin, c'est vraiment hyper important d'identifier cette pathologie, quoi. bien sûr, de Voilà. réévaluer les patients tous les Ah ans, de oui. les suivre, etc. Avec une Ouais, petite période 15-25 ans qui est un petit peu difficile à passer, mais effectivement, ça, c'est une autre question sur le suivi. Donc, effectivement, à l'adolescence, il faut un suivi un peu rapproché, comme tu l'as dit. Et après l'adolescence, après 20 ans, tu les suis tout aussi tous les ans ou tu espaces un peu? Enfin, comment vous bon, faites? ça dépend 20 ans comment ils sont matures, parce que 20 ans, Oui. parfois. Et alors, j'en ai pas du tout parlé parce que c'est pas dans les recommandations, mais c'est nous, ce qu'on fait, c'est que parfois, pour les patients pour lesquels on n'est pas sûr, etc., on met des reveals en fait, et on les suit en télémétrie comme ça pour être sûr que, voilà, si on voit des accès de tachycardie, même sinusale à 180 plusieurs fois par jour, enfin, plusieurs fois dans la semaine, bah, on les rappelle et on sait qu'ils prennent pas leur bêta-bloquant. Donc, c'est un moyen. Voilà, c'est pas tellement dans les recommandations, mais voilà, chez les patients pour lesquels on est un peu inquiet par rapport à l'observance thérapeutique, on fait ça. Et donc après 25 ans, oui, on les voit un peu moins souvent, une fois par an quand même, une fois par an. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Est-ce que Philippe, tu as un mot pour de conclusion parce qu'on arrive vers la fin de ce webinaire ou quelque chose que tu voulais aborder d'autre aussi ou... Bon, peut-être, le traitement, le petit, je ne sais pas si Isabelle t'en a parlé, de la flécaïne pendant la grossesse, comme il y a un volume de distribution plus important, nous ce qu'on fait, on n'hésite pas à faire des flécaïnémies. Voilà, donc pour optimiser la dose de flécaïne. Et effectivement, pendant la grossesse, ne pas arrêter les traitements, ça c'est sûr.
Bon, bah, Donc, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, de vos interventions. Merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir suivi ce webinaire de la série PNDS, donc de la filière cardiogène. Et nous vous attendons donc pour le prochain webinaire qui sera le 24 janvier, alors avec une horaire un peu spéciale à midi. Et la thématique là, ce sera les PNDS sur l'amylose cardiaque avec Thibaut Damy et Olivier Lérez. Et nous vous souhaitons tous une bonne soirée, puis de très, très bonnes fêtes et une très bonne année 2025. Au revoir. Bonne soirée. bonne soirée, merci beaucoup.